Le prochain projet de recherche apporte des éléments de réponse aux préoccupations identifiées par les utilisateurs régionaux concernant la régression des forêts fermées d'épinettes noires versus l'expansion des forêts feuillues nordiques et des territoires dénudés, la dynamique et la croissance de l'épinette noire entre le 51e et le 52e nord, les peuplements dévastés par le feu et la qualité de la station après feu. Les résultats de cette étude, réalisée en collaboration avec M. Régent Gagnon de l'Université du Québec à Chicoutimi, seront présentés par le responsable du projet, M. Serge Payette de l'Université Laval. Ce projet a pour titre « Origine et dynamique de la pessière fermée et de la pessière à lichen dans la zone de la forêt fermée de la région 2 ». M. Payette. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici ce matin. Partager les résultats de notre travail, qui est en fait la thèse de doctorat de François Gérard, ci devant. À François qui, dans le cadre donc du partenariat du Fonds de recherche forestière du Saguenay-Lac-Saint-Jean et FQRNT, a pu donc faire sa recherche de 3 ans. Évidemment, vous savez qu'un doctorat, ça prend beaucoup plus que 3 années. Donc, en principe, François sera un des rares étudiants que j'ai eu au doctorat qui va faire un record de 4 ans à 4 ans et quart, devrait terminer son doctorat, donc vers la fin de l'année prochaine, si tout va bien. Alors, je vais présenter les résultats de sa recherche, d'une partie de sa recherche. Ce n'est pas terminé, comme je le disais, mais certainement, on est suffisamment avancé pour pouvoir présenter des éléments intéressants pour la communauté forestière ici. Une mise en perspective générale au départ. Disons que moi, j'ai une formation d'écologiste qui travaille surtout dans le nord du Québec, même l'extrême nord forestier du Québec. Et vous avez ici une vue générale des 3 principales zones de végétation boréale que nous avons au Québec. Donc, Hubert et Cornelia l'ont montré ce matin. Vous avez la partie sud, qui est la forêt fermée, là où se fait effectivement l'activité de prise de la ressource. C'est la forêt fermée, la grande forêt d'épinette noire, la forêt de sapin également. Et tout au centre, la forêt ouverte, la pessière à lichen pour l'essentiel, qui traverse le Canada de pratiquement de Terre-Neuve jusqu'au delta du Mackenzie. Il n'y en a pas en Alaska, ou très peu, à cause des sols. La forêt ouverte, notre pessière à lichen dont il sera question ici, c'est une forêt typique du bouclier canadien, disons-le au départ. Elle ne transgresse pas les limites du bouclier canadien, qui est une formation géologique que vous connaissez de granit, de gneiss, de sol extrêmement pauvre, podzélisé et tout ça. Et vous avez tout au nord la fin de la forêt qu'on appelle toundra forestière. Ça vaut ce que ça vaut comme expression, mais c'est la fin. Sur les sommets, généralement, il n'y a pas de forêt. Et dans un passé plus ou moins récent, il y avait de la forêt, qu'on peut dater d'ailleurs. Depuis à peu près le dernier 1000 ans, la forêt a régressé de manière systématique. Et j'insiste là-dessus. Alors, vous avez donc cette beau ruban de formation. Forêt fermée, forêt ouverte, toundra forestière. Donc, l'essentiel de la forêt boréale. Au nord, c'est la toundra arbustive. Et au sud, bon, enfin, on peut parler de la forêt mixte, forêt d'érable de la vallée du Saint-Laurent, de façon générale, OK? Alors, notre propos ici, c'est d'aborder la question de certaines dégradations de la forêt fermée par l'introduction de la forêt ouverte, de la pessière à lichen qui, subrepticement, pénètre dans la forêt fermée. C'est le propos, donc, de ce matin. La limite sud des pessières à lichen, il y en a donc ici dans la zone de la forêt fermée, c'est le parc des Grands Jardins. OK? Et la limite nord de la forêt ouverte, c'est la limite des arbres. Donc, très loin au nord, de cette façon-là. Et si on devait représenter la forêt ouverte, son expression spatiale, ça représenterait à peu près une courbe unimodale de cette façon-là. Et le défilement de la courbe ici a été précisé sur le terrain du 54e environ jusqu'au 58-30. Et c'est en termes de pourcentage. Ici, vous avez 100%, ici, vous avez 0. Donc, vous avez une perte logarithmique
de la répartition spatiale de la paissière. Si on prend cette courbe-là et on l'inverse ici pour faire une courbe de distribution presque normale, théoriquement, voilà le propos, la limite sud, si toute chose étant égale par ailleurs, expression très connue, ça devrait arrêter vers le 51e. Il ne devrait pas avoir tellement de paissières à lichen au sud. Et donc, essentiellement, dans la forêt fermée, ça devrait être une belle forêt, de belles venues et aucune espèce de trouée représentée par la forêt ouverte. Alors, est-ce que c'est vraiment le cas? Alors, on a voulu étudier cette question-là et on s'est posé la question si la forêt fermée était une forêt vraiment intègre, qui était stable, qui était résiliente aux perturbations, ou si au contraire, elle pouvait perdre du terrain. Bien, vous devinez, évidemment, notre problématique, dans le cadre du projet ici, était qu'elle a fait par des observations préliminaires que la forêt ouverte pénétrait à l'intérieur de la forêt fermée. Alors, d'où les objectifs suivants qui n'ont pas tous été atteints pour l'instant, puisque la thèse n'est pas terminée. Mais on a, dans un premier temps, établi le constat de la répartition spatiale de la paissière à lichen au sein de la forêt fermée. OK, c'est le premier volet. Je vais vous présenter quelques résultats là-dessus. Des résultats très intéressants. Le deuxième, quelle est l'origine de ces paissières-là, paissières à lichen, paissières à mousse, pour l'essentiel. Et quel est l'impact des facteurs de perturbation, F et C, feu, épidémie et coupe, le triptyque, évidemment, dans la forêt boréale. Le feu est un élément de perturbation majeur. Les épidémies, on le sait, on en a parlé tout à l'heure avec Cornelia. Et la coupe forestière, forcément. Et, somme toute, en conclusion, est-ce que la forêt fermée est résiliente, est résistante, donc, aux perturbations? Petite idée visuelle de la forêt fermée et de la forêt ouverte ensemble dans un territoire. On est ici vers le 51. On est à peu près au niveau de la limite de la forêt attribuable théorique pour l'instant. Forêt fermée, bien, c'est la forêt, Hubert en a parlé tout à l'heure, forêt fermée, forêt plus que 40% généralement de couverture d'arbres, dominée par l'épinette noire, surtout des bryophytes, des paissières, on appelle ça souvent paissières à mousse, mousse épinacée. D'ailleurs, il y avait une belle diapositive tout à l'heure d'une mousse. Je ne sais pas si vous connaissez le nom de l'espèce. On va voir si vous connaissez votre botanique. Est-ce que vous le savez? Il y avait 2 espèces de mousse. J'insisterai pas. Versus lichen, ben voilà, la forêt ouverte, c'est la forêt à lichen, OK, ici. Et puis, qui comprend, dans les 2 cas, des éricacées. Somme toute, c'est la densité et le parterre dominé soit par les mousses, soit par les lichens, qui distinguent les 2 types de forêts. Ce sont les 2 principales forêts du Québec, comment je dirais, forestiers, de façon générale, OK? Et, de façon générale, elles sont sur des sols podzélisés, bien drainés. Alors, ce que vous remarquez, donc, ici, il y a une coupure nette entre la forêt ouverte et la forêt fermée. Voilà, donc, une pénétration de la forêt ouverte dans la forêt fermée, hypothèse, donc, au préalable, ici, cette forêt-là était totalement différente avant une perturbation comme un feu, ce qui fut le cas ici. Il l'a complètement dégradé, façon de parler, en termes forestiers. On avait ici, donc, une forêt semblable à celle-là ici, dont on ignore l'âge pour l'instant. Hubert en a présenté des âges tout à l'heure. Ça peut être des forêts très, très vieilles. On y reviendra tout à l'heure. Alors, le dispositif expérimental du travail de François. François est un étudiant extrêmement gâté. Il a bénéficié de très bonnes conditions. Premièrement, 2 excellents directeurs de recherche. Après ça, un appui indéfectible de nos 2 fonds. Et on a étudié une région tout à fait caractéristique du Québec en partant du parc des Grands Jardins, si vous voulez. Puis on est allé carrément au Mont-Atiche, au nord-est du lac Mistassini. Donc, une région d'au moins 500 km. Vous voyez l'ampleur du projet. Alors, on a fait un échantillonnage, remarquez ici, on a fait un échantillonnage, de manière aléatoire, on a pris des lignes à toutes les 15 minutes de latitude, ça veut dire à tous les 30 km. On a choisi une ligne déterminée de manière aléatoire, avec un 25 sous, si vous voulez, la première ou la deuxième ligne, laquelle qu'on va prendre. Et après ça, de manière systématique, on a procédé au saucissonnage de la végétation de cette façon-là pour aboutir à 19 lignes que vous voyez ici. On a fait 19 lignes. Chaque ligne comprend 1 km de large et 140 km de long. Ça fait tout un territoire, et ceci jusqu'à la limite nordique, en gros, de la forêt fermée ici, qui est représentée
par le passage du vert au jaune quelconque. Voilà donc une présentation ici, ce qu'on a fait. Donc, on a pris 2 jeux de photos. Pour la première évaluation donc, de l'importance de la pêchère à lichen au sein de la forêt fermée, on a voulu avoir un horizon d'une 50aine d'années, donc de 1950, les photos aériennes du fédéral, les premières photos disponibles au Québec, au Canada de façon générale, c'est dans les années 50. Et on est allé aux photos les plus récentes. Dans certains cas, ça peut être 40 ans, dans d'autres cas, 50 ans. Mais dans tous les cas, on a donc fait de la photo-interprétation, de la pêchère fermée, pêchère ouverte, et on a évalué donc avec un logiciel de MapInfo la superficie occupée par chacune des 2 formations. D'accord? Et tout ça a été validé sur le terrain. Quand je disais que François est chanceux, évidemment, on a fait ça en voyageant au-dessus des lignes, soit avec un hydravion ou avec un hélicoptère. Alors, les résultats sont mieux d'être bons de cette façon-là. À l'intérieur de ces 19 lignes, on a choisi théoriquement 4 peuplements et ça nous a fait un total de 57 peuplements où là, on a travaillé de façon beaucoup plus détaillée sur la caractéristique de chacune de ces forêts, c'est-à-dire les pêchères à lichen. D'accord? Vous avez ici un graphique qui est assez révélateur. C'est donc à partir de cet inventaire de photos aériennes, on a utilisé les cartes écoforestières également fournies par le ministère et on a pu donc évaluer la place prise en termes de superficie totale en hectares ici pour chacune des lignes, donc d'1 km de large sur 140 km de long, la partie prise par la forêt ouverte. Et vous voyez cette augmentation presque exponentielle ici de la superficie de pêchère à lichen quand on aboutit au nord du 51-52. Ici, c'est à peu près la limite des forêts attribuables. Ici, vers les monts Atiche. Donc, on est très, très, très loin. On a commencé dans la réserve faunique des Laurentides par Parc des Grands Jardins. Vous voyez, 1, 2, 3, 4. Il y a au moins 500 kilomètres. Et cette augmentation fulgurante de la pêchère à lichen pour aboutir finalement ici dans la zone de la grande pêchère à lichen du nord canadien. Et ce qu'on a remarqué, c'est une augmentation de la superficie prise par la pêchère à lichen au cours des 50 dernières années. Augmentation que nous avons évaluée à 8 %. Il y aura sûrement plusieurs questions tout à l'heure là-dessus. C'est quand même important. Je le dis au départ, peut-être qu'il y a 50 ans avant, il n'y avait pas une telle augmentation. Il faudra voir. Parce que si on devait porter cette augmentation-là sur un horizon de 1000 ans, ben vous comprendrez qu'il n'y aura pratiquement plus de forêt fermée. Là. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. D'accord? Il faut se rassurer, donc, là-dessus, au départ. Ce qu'on a fait, donc, en même temps, on a évalué le triptyque perturbation, coupe, tordeuse des bourgeons de l'épinette et feu, toujours selon ce gradient latitudinal, et on a constaté, donc, dans la partie des années 50 et jusqu'à aujourd'hui, la place prise par les perturbations. Remarquez ici, la coupe forestière, elle est fort importante en l'an 2000, le point d'arrêt de notre inventaire, et qu'elle était quand même, ma foi, assez importante, et surtout dans la partie sud, réserve faunique et tout ça, dans les années 50. Et en 2002, finalement, l'aire occupée en termes de latitude est à peu près la même, mais la superficie a augmenté de manière draconienne, on le comprendra, depuis les 50 dernières années. Et c'est dans votre région, donc ici, 02. Il y a une forte exploitation forestière. Au sud du 50e, on est déjà après 2002, on est arrivé pas loin du 51e à l'heure actuelle, au sud des montagnes Blanches. Et donc, zone d'exploitation privilégiée. Tant qu'à la tordeuse des bourgeons de l'épinette, on était chanceux. Les photos des années 50 ont vraiment capté en Polaroid, si vous voulez, l'épidémie de cette période-là. C'est pourquoi, vous allez voir en petit bâtonnet gris, c'est l'importance prise par la tordeuse vue de photographie aérienne à cette époque. C'est assez important. Et l'autre épidémie qui est survenue en reste ici. Et dans tous les cas, ça aboutit à peu près à l'équivalent de la limite de coupe forestière à l'heure actuelle. C'est intéressant. Donc, la zone vraiment franche en ce qui concerne la forêt fermée. Quant au feu, vous voyez, évidemment, c'est totalement différent ici. Il y a eu beaucoup de feux dans les années 50. Ça, c'est très important. Donc, il y a eu beaucoup de forêts maintenant qui proviennent de cette période de feux de 50 à 80 ans. Et depuis ce temps-là, ce qu'on a vu sur les photographies aériennes, les feux très récents sont répartis un peu partout, comme pour les années 50, mais avec peut-être une superficie un petit peu plus grande vers le nord. Mais on est franchement dans la zone de feu pour le nord.
si on devait diviser la région en 3 zones, zone de feu pour la partie nord, zone d'épinette, de tordeuse pour la partie sud et zone de coupe forestière pour la partie centrale, qui est vraiment la région typique de 0,2. À l'intérieur, donc, de ce travail-là, François, donc, a procédé avec de nombreux assistants à un échantillonnage des peuplements. Nous avons 57 peuplements. Je vais maintenant vous montrer quelques caractéristiques de ces peuplements-là. Ce n'est point terminé, mais quand même, on a des données intéressantes. Premier point à considérer, on a une bonne répartition, assez homogène, des peuplements quant à leur âge. OK? On a des peuplements de 50 ans. Il y en a beaucoup. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure, c'est la photographie aérienne. C'est la photographie aérienne. Ici, vous avez des peuplements très répandus à peu près d'une cinquantaine, soixantaine d'années, et des peuplements assez anciens, de plus de 100 ans, dans l'ensemble de la région. Évidemment, il y a un creux ici qui est associé au lac Saint-Jean, au Saguenay, où on est actuellement. Et il y a un creux forestier aussi par la coupe forestière de la zone 02. D'accord? On a si on veut étudier l'épaisseur à mousse de cette zone-là, il y a un peu de difficulté à en trouver. Ils ont été coupés. Premier point intéressant, on vient avec ce que Hubert a présenté de façon comme de main de maître. La croissance en hauteur. Dans chacun des peuplements, nous avons mesuré les 10 plus grands arbres issus de graines. Là. OK? Passer lichen, vous la voyez, c'est un milieu très ouvert. Pas de compétition entre les arbres, croissance libre, et vous avez une répartition, évidemment, de la hauteur. C'est une moyenne de 10 arbres dans chacun de ces sites-là. Et vous voyez une répartition, ma foi, relativement homogène. C'est assez étonnant. Moi, le premier. Les arbres, peu importe leur âge, peu importe le lieu, ont toujours à peu près, ne dépassent pas 14 ou 15 mètres de haut. Dans la Passière alicane, entendons-nous bien. Par ailleurs, si on regarde le bilan de croissance des arbres, de sa hauteur d'arbre en moyenne, puis on fait des régressions en fonction des cohortes, des âges de peuplement, 0 à 80 ans, 80 ans et plus, ou bien on le divise en 3 cohortes, on constate de façon générale que les arbres, que les peuplements de moins de 80 ans, c'est daté précisément par des cicatrices de feu, il y a une certaine tendance à la diminution de croissance en allant vers le nord. Par contre, les peuplements qui ont plus que 80 ans, il n'y a pratiquement pas de différence, qu'ils soient soit au sud ou au nord, 500 km de différence dans Passière-Alicane. Si on regarde ça un peu plus en détail, on a à peu près la même tendance ici. 0,60, on a beaucoup de peuplements à moins de 60 ans. On a quand même cette tendance-là qui se maintient. C'est des taux, malgré tout, relativement faibles, mais on voit une certaine, partition de la croissance en fonction de l'âge du peuplement. Enfin, c'est des choses qui sont assez bien connues de façon générale. Si on devait, vous voyez le travail formidable que notre cher François fait, on a 10 arbres par peuplement, 57 peuplements, donc on a 570 arbres. On a saucissonné chacun des arbres en 5 segments, hein, donc proportionnels à la hauteur de l'arbre. Mettons qu'un arbre fait 15 mètres de haut. On prend 5 rondelles sur l'arbre. Une à la base, une à 3 mètres, à 6 mètres, 9 mètres, 12 mètres, etc. À 15 mètres, c'est l'an zéro. Et si on fait l'âge cambial, donc peu importe la période où l'arbre poussait, et on regarde son profil de croissance incognito, tous les arbres qui font des peuplements de 0 à 60 ans, on n'a pas fini de traiter les données, mais ont une croissance franche qui commence à être encore... qu'on est toujours en croissance. Tandis que quand on descend, on arrive entre 60 et 100 ans, on a 2 cohortes là-dedans, on la voit. C'est des arbres qui ne rentraient pas à 60 ans, mais ils ont peut-être 70 à 80 ans. Ils ont encore une certaine croissance et ils commencent à atteindre un certain plateau. Et vous avez donc 120 ans et 120 ans et plus. Vous voyez, cette différence est importante dans la pente. Ça va prendre pour atteindre l'âge vénérable de 50 ans, là, quelle hauteur qu'on va avoir. Il y a vraiment une différence de peut-être 30% en termes de hauteur, de croissance de hauteur, entre les arbres, les peuplements de moins de 60 ans et les peuplements plus de 80 et même à 120 ans. OK? Donc, c'est un point important. Est-ce que l'âge cambial nous permet de penser qu'il peut-être qu'il y a une question climatique? Les arbres poussaient donc au 19e siècle, là, c'est loin, là. Tandis que ces arbres-là datent du 20e siècle, pour des conditions de sol tout à fait semblables. Il y a quoi à s'interroger? Y a-t-il d'autres facteurs? On peut peut-être en parler si vous avez des questions là-dessus. Mais voilà une belle illustration de ces différences-là. Un point très important, j'achève, il reste 2 minutes. Épaisseur de la matière organique. Donc, le même truc, quand on est dans 57 des dépeuplements, on fait la moyenne de l'épaisseur de la matière organique. On fait 11 mesures, on fait une moyenne. Voici la moyenne ici. Qu'est-ce qu'on constate? Du parc des Grands Jardins au sud jusqu'à vers la 52e, on note avec un polynomial,
on note que dans la zone forestière, là où on coupe beaucoup d'arbres actuellement, l'épaisseur de matière organique est relativement épaisse. La matière organique est relativement épaisse. Et de part et d'autre, c'est à peu près 10 cm aux deux bouts du gradient. Donc, dans la zone de la forêt fermée, où vous travaillez, où on exploite la forêt, ça veut peut-être dire que s'il y a beaucoup de matière organique, que les forêts sont relativement vieilles. Bien, effectivement, vous coupez les forêts qui ont peut-être au moins 80 ans, sinon 100 ans et plus. Et c'est une excellente illustration ici. On a affaire à des vieilles forêts, et beaucoup plus vieilles qu'on peut se penser. OK? C'est-à-dire que pour connaître l'âge précis de ces forêts-là, il faudrait voir l'âge du dernier feu. Et dans bien des cas, c'est impossible par les cicatrices parce que les arbres qui portaient les cicatrices sont déjà morts. Il faudrait parler donc de carbone 14 à ce moment-là. J'en conclus de façon donc assez générale. Il me reste 3 ou 4 diapositives, pas plus, que si je prends le premier objectif de tout à l'heure, oui, la forêt fermée a perdu du terrain, 8 %. OK? Et donc, il y a une pénétration progressive de la forêt ouverte au sein de la forêt fermée. Ça reste à voir. Est-ce que c'est réversible? C'est une question théorique et pratique à la fois, bien sûr. Et si on regarde dans les faits, maintenant, je reviens à mon modèle du début. Maintenant, ici, il y a une pénétration au sud par rapport à la distribution théorique que j'avais tout à l'heure. Le modèle montre ici qu'on a une pénétration et qu'il y a des facteurs. Il y a différents facteurs qui peuvent expliquer ça. Je parlais de l'épaisseur de la matière organique. Dans tous les cas, dans l'épaisseur alicane, ce qu'on a vu tout à l'heure, l'épaisseur de la matière organique était impressionnante. Ça peut avoir même 1 mètre de tourbe sèche. C'est pas de la vraie tourbe de tourbière. Ça veut dire donc que quand le feu a passé, il n'a pas consumé l'humus. OK? Et même dans ces sols-là, vous avez des fois 2-3 horizons de feu. Donc, il y a eu 2-3 feux. Et ces feux-là sont à l'origine de la paissière ouverte au sein de la forêt fermée. Et cette forêt fermée-là, cette forêt ouverte-là existe, ça n'a rien à voir avec le climat, on en a parlé tout à l'heure. C'est quelque chose comme le type de feu. Le type de feu, c'est un feu, vous avez un feu de surface, par exemple, comme ça arrive au printemps, les feux de surface juste au moment de la fonte de la neige. Vous savez, c'est la fenêtre par excellence pour les feux, on le sait. Le sol est gelé. Et donc, le feu, on dit sévère parce que tous les arbres meurent, mais l'humus n'est pas consumé. Et ce n'est vraiment pas un bon lit de germination pour les graines d'épinette noire. Voilà un point très important. J'ai une étudiante qui fait une maîtrise en dehors de ce projet-là sur les paissières à mousse. Et je vous dis tout de suite, elle n'est pas là, la pauvre, mais c'est un scoop. Dans tous les cas de paissières à mousse que nous avons étudiés, c'est une thèse de maîtrise, on a 19 peuplements, la même méthode que celle utilisée par François. On a fait les mêmes mesures. Dans tous les cas, sans exception, il y a un horizon de feu à la base. OK? Tandis qu'ici, dans les paissières alicane, il peut y avoir seulement qu'un horizon de feu, ou bien, si la paissière alicane est vieille, dans le parc des Grands Jardins, c'est ce qui est le cas. Si la paissière alicane est jeune, elle provient d'une forêt fermée qui s'est dégradée, pas à cause du climat, par un feu très, très léger, eh bien là, donc, vous avez une épaisseur d'humus considérable. C'est vraiment rien à voir avec le climat. Le type de feu, donc, en termes d'aménagement, je crois qu'on devrait travailler sur cet aspect-là. OK? Les paissières fermées, c'est des paissières où il y a eu probablement un très bon feu. Ça a brûlé jusqu'à la corne, comme on dit. Et puis, j'ai vu des forêts, moi, vers l'île René-Lavasseur. Vous le savez, c'est exploité actuellement. C'est des forêts extraordinaires. Et puis, c'est des forêts de 120 ans à peu près. Puis, vous creusez dans le sol un horizon. Et c'est de la matière organique, ça dépend, mais peu décomposée. Ça veut dire que le feu a grugé tout et l'épinette a pu se régénérer de manière systématique. Je termine avec... je reviens donc à le deuxième objectif. Quelle est l'origine des deux paissières? Feu. Dans tous les cas, c'est rare qu'on n'observe pas de traces de feu dans ces peuplements-là. Donc, le feu est un élément et le type de feu est majeur, comme pour le changement. Quel est l'impact des facteurs de perturbation? On en a parlé tout à l'heure. Et avant tout, il y a les 3 perturbations en rafale qui arrivent souvent en rafale au sud. OK? Les paissières alicane, d'ailleurs, au sud, sont dues à des successions de perturbations dans une période très, très brève. Feu suivi, une épidémie suivie d'un feu peut dégrader la forêt fermée. Mais au centre, c'est le feu et la coupe qui sont des éléments très importants où on coupe à l'heure actuelle. Et au nord, c'est essentiellement le feu. La tordeuse, on l'a vu par les graphiques, se rend très, très peu dans la région. Donc, des conclusions fort importantes à cet égard. Et si on reparle donc le dernier objectif, la forêt est-elle résiliente? Forêt fermée, oui, elle l'est certainement dans la partie méridionale, autour d'ici, et dans une bonne mesure, oui et non, dans la partie centrale, où actuellement il y a une activité de coupe extrêmement importante, ça l'est dans une bonne mesure. La forêt peut résister. Les feux sont moins importants et tout ça. Il s'agit de faire attention. C'est le type de feu le problème. Il faut
faire un bon feu pour que tout reprenne dans le bon sens, dans la bonne direction, et non dans la partie septentrionale. C'est la partie fragile. Donc, tout ce qui est au nord de Manoine, la limite de coupe à l'heure actuelle, au pied des montagnes blanches et tout ça, en allant vers Pétipi. Enfin, Hubert a parlé un peu de la région. Il est clair que cette région-là, toutes les paissières à mousse qui brûlent actuellement ne se régénèrent pas, se transforment en paissières à lichen. Je crois que j'ai suffisamment parlé. Ah, il m'en reste une. Et finalement, des choses très pratiques. La croissance de l'épinette noire est faible. Enfin, je pense que vous allez en convenir. Peu importe l'âge du peuplement, le site et le lieu, c'est vraiment faible. Ça ne dépasse pas 15 mètres de haut, peu importe d'un horizon entre 60 et 120 ans ou 150 ans. C'est assez impressionnant. Les jeunes peuplements ont une croissance supérieure à celle des peuplements âgés. Ça va de soi. Et la croissance, ça c'est intéressant. La croissance de l'épinette a été meilleure au cours des 50-60 dernières années, environ 30 supérieure à celle enregistrée dans les vieux peuplements qui sont issus de feux, évidemment, qui datent du 19e siècle. OK? Donc, là, je suis persuadé que si je dis merci à tout le monde, aux deux fonds, et vraiment qui ont été généreux dans la dispensation du fonds. Alors, ça a permis donc à notre étudiant de faire une recherche. Je dirais peut-être là-dessus que voilà une excellente initiative des deux fonds. Mais quand on veut former des étudiants, c'est notre rôle. Et Régent, Hubert et tout ça le savent très bien. Si on engage un étudiant au doctorat et qu'on veut respecter donc notre échéancier vis-à-vis les gens qui nous subventionnent, on a un petit peu de difficulté. Souvent, on va être amené naturellement à mettre des étudiants de maîtrise. C'est pas à rabais, là, des étudiants super brillants. Sauf qu'il y a ça moins de coffre pour l'élite de demain, pour les chercheurs, si on veut former des étudiants au doctorat. 3 ans, c'est évident. Je le disais d'emblée tout à l'heure, François est un étudiant modèle. Il va pouvoir donc faire ça en dedans de 4 ans, mais c'est assez exceptionnel. La moyenne, c'est 5 ans, on fait un doctorat. Enfin, à moins qu'il y en ait qu'il y a d'autres statistiques, mais au Québec, de façon générale, dans notre domaine, minimum 5 ans. Donc, grâce aux deux fonds, ça nous a permis ça. Mais quand même, c'est un peu juste. Il faut évidemment utiliser d'autres subventions, ce qui fut le cas ici. C'était entendu de façon au départ avec les deux fonds que pour un projet d'envergure comme celui-là, il fallait avoir donc d'autres sources. Voilà. Merci beaucoup.